Eh bien salut à toi qui regarde cette vidéo, on est déjà à l'épisode 11 sur les EDL du second ordre à coefficient constant dans la série sur les compléments mathématiques. On va suivre le même schéma que défini dans l'épisode précédent, et pour attaquer l'introduction, ça va être exactement la même. On peut dire que les modèles mathématiques font souvent intervenir une fonction et ses dérivés, on parle alors d'équations différentielles, et résoudre une telle équation, c'est prévoir l'évolution de la solution en fonction de sa variable qui sera généralement pour nous le temps. On va donc voir ensemble comment résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Pour les prérequis, je ne peux que t'inviter à revoir l'épisode 4 sur les équations du second degré. Tu vas voir que l'exemple qu'on va traiter va largement s'inspirer de l'exemple de cours que j'ai donné dans cet épisode. Et enfin, pour avoir un peu de contexte, les équatifs du premier ordre, vu que cet épisode est la suite logique de l'épisode 10 du coup. Je fais aussi directement un petit disclaimer, comme l'épisode précédent, ça ne sera pas un cours de maths. C'est-à-dire que je ne vais pas démontrer tous les résultats que je te donne, et surtout, en fait, on ne va pas traiter la partie recherche d'une solution particulière, qui pour ce style d'équation peut être un peu long. Donc en fait, je vais me centrer exclusivement sur la solution de l'équation homogène. Donc pour rappel, par rapport à l'épisode précédent, c'est le régime transitoire. Il ne faut pas oublier que si jamais tu as une solution particulière, il faut aussi du coup chercher la solution et la tracer. Mais pour ça, je te laisse regarder ou reprendre ton cours de maths qui l'expliquera bien mieux que moi. On peut attaquer du coup les rappels de cours. Donc qu'est-ce qu'on appelle une équation différentielle linéaire du second ordre ? Ça va être une équation de la forme AY seconde, donc la dérivée deuxième de Y, plus BY' plus CY est égal à D. A, B et C, comme l'autre fois, vont être des fonctions continues de I, et D aussi d'ailleurs, et I qui va être un intervalle de R qui contient au moins 2 points. On va parler et on va surtout se placer dans cette hypothèse-là, c'est les coefficients constants, ça veut dire que A, B et C vont être des scalaires. On va maintenant regarder exclusivement comment résoudre la solution liée à l'équation homogène. Donc pour rappel, l'équation homogène, ça va être celle qui va être de la forme AY seconde plus BY' plus CY qui est égal à 0. Et on va seulement maintenant chercher la solution à cette équation. Donc faut pas oublier, théorème de superposition, qu'on rajoute une solution si jamais le terme à droite, donc là le égal à 0, est non nul. Donc on va poser une équation caractéristique associée à l'équation homogène sous forme polynomiale, et elle va être de la forme ax carré plus bx plus c, a, b et c sont les mêmes coefficients. Et alors on va distinguer les solutions suivant le nombre de racines du polynôme caractéristique. Si jamais on a deux racines distinctes R1 et R2, alors la solution va être une addition de deux fonctions exponentielles, et si jamais on a une racine double, ça va être, là tu le vois, lambda plus mu x exponentielle de Rx, et à chaque fois lambda et mu sont des inconnus ici complexes à trouver par rapport aux conditions initiales. On va nous se placer dans le cas de la résolution dans R l'ensemble des réels, donc pour ça on va supposer que A, B et C sont des réels, et alors dans ce cas-là on va avoir trois régimes ou trois solutions possibles. Si jamais on a deux racines distinctes R1 et R2, ce qui veut dire que le discriminant est positif, alors dans ce cas-là la solution ça va être l'ensemble des fonctions lambda e de R1x plus mu de R2x, lambda et mu sont des réels. Si jamais on a une racine double R, ça veut dire que le discriminant est égal à 0. Donc dans ce cas-là, la solution sera de la forme lambda plus mu x exponentielle de Rx, R la racine double, lambda et mu deux réels. Et enfin, si jamais on a deux racines complexes conjuguées distinctes, donc là je les ai écrits sous la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta, avec alpha bien évidemment qui représente la partie réelle et bêta la partie imaginaire. Alors après un peu de réécriture, on peut mettre la solution sous forme réelle, et elle va s'écrire lambda cos de bêta x plus mu sin de bêta x, le tout exponentiel de alpha x. À chaque fois, lambda et mu sont du coup les fonctions à trouver, ça va dépendre des conditions initiales de notre système. Une petite remarque, notamment en physique, les deux ensembles que je te mets là sont équivalents. Lambda cos de bêta x plus mu sin de bêta x, après un peu de réécriture, on peut montrer qu'il se met sous la forme k cos de bêta x plus phi, et donc les inconnus à chercher vont être k et phi. En physique, généralement, on aime bien faire ça pour résoudre certains systèmes. Et une deuxième remarque, enfin, si jamais bêta est nul, et que le discriminant du polynôme caractéristique est négatif, ça veut dire que le coefficient a et le coefficient c sont positifs, ça veut dire que les positifs ou les deux négatifs, ça veut dire que les racines complexes conjuguées vont être des imaginaires purs, donc R1 et R2 peuvent s'écrire plus ou moins I bêta, et alors les solutions homogènes seront de la forme de l'équation de l'oscillateur harmonique, lambda cos bêta x plus mu sin bêta x.
J'aimerais maintenant te parler un peu de notation en physique, c'est ce qu'on va utiliser nous pour parler de ces solutions. On va identifier A, B et C avec des constantes bien connues en sciences de l'ingénieur, le fameux oméga 0, la pulsation propre, et le xi, le facteur d'amortissement. Donc on va souvent, on va même voir souvent en physique, la notation que j'ai mis en deuxième, et c'est celle que moi j'aime beaucoup utiliser, on multiplie l'équation 1 par oméga 0 carré. Et donc on est rendu avec y seconde plus 2xi oméga 0 y prime plus oméga 0 carré y qui est égal à 0. Et pourquoi on fait ça? Parce que vous allez voir que ça a le bon goût de se calculer facilement, notamment pour le discriminant. On attaque maintenant la slide que j'ai un peu hésité à mettre, mais je veux quand même en parler, mais sans le démontrer. Je vais juste te donner en fait des résultats de stabilité. La stabilité, ça veut dire quoi? Est-ce que la solution de mon équation va diverger? Ou alors est-ce qu'elle va converger dans un intervalle borné? Si jamais on pose l'équation caractéristique avec la notation physique, on peut calculer le discriminant pour le polynôme caractéristique, donc delta qui va être égal à 4 oméga 0 carré facteur de xi carré moins 1, et on avait dit comme d'habitude qu'en fonction du signe du discriminant, on avait des solutions et donc du coup une forme d'écriture de la solution qui était différente. Si jamais xi carré moins 1 est positif, ça veut dire que delta est positif. On a deux racines réelles qui peuvent se calculer, je t'ai donné leur expression. Et en fait, en fonction de la valeur de xi, donc s'il est inférieur à moins 1 ou s'il est supérieur à 1, les racines vont être soit positives, soit négatives. Et l'exponentielle de quelque chose de positif, intuitivement, tu vois très vite que en fait ça explose. Et donc du coup, le système est instable. À l'inverse, si c'est négatif, les exponentielles vont converger vers 0, et donc le système va être stable. Et on peut appliquer le même argument pour xi carré moins 1 est égal à 0 et xi carré moins 1 inférieur à 0. Et en fonction du signe de xi, on peut conclure si le système va être stable ou instable, ou alors une limite de stabilité. La petite phrase à retenir, plutôt que toute la démonstration, qui je pense fera l'objet d'une vidéo dédiée, c'est que le système est stable si la partie réelle des solutions de l'équation caractéristique, donc des racines, est négative. Si jamais on regarde graphiquement ce que ça donne, je vais commencer tout à gauche du tableau. Donc ça veut dire l'axe que tu vois en haut, c'est l'axe des xi. Tout à gauche, donc on voit que c'est xi inférieur à 1. On appelle ça le régime instable apériodique. Apériodique pourquoi? Parce que la solution n'a pas de période. Comme tu peux le voir, ça part directement là ici en plus l'infini. Et comme je l'ai dit, du coup c'est instable, ça veut dire que la partie réelle des racines est positive. Si jamais on se place dans le régime pseudo-périodique, ça veut dire que xi est compris entre moins 1 et 0, on voit que la solution oscille, d'où le terme de pseudo-période. Et là aussi, ça oscille, mais ça diverge, bien évidemment. Et là aussi, les racines sont à partie réelle positive. On a un petit cas de figure qui est la limite de stabilité, ça veut dire que xi est égal à 0, c'est la solution de l'oscillateur harmonique, tu vois que la solution oscille avec un cosinus ou un sinus parfait, donc dans ce cas-là, les solutions sont à partie réelle nulle, c'est ce qu'on avait dit. Les solutions sont des imaginaires purs. Et enfin, la partie qui physiquement va nous intéresser, entre guillemets, bien sûr, c'est la stabilité. Donc ça veut dire quand est-ce que la solution va converger vers 0, là en l'occurrence pour l'exemple que j'ai tracé. Et on a les mêmes deux régimes, c'est-à-dire le régime pseudo-périodique, donc la solution va osciller et va tendre vers 0, pour xi qui est compris entre 0 et 1. Et donc comme je l'ai dit dans l'argument, tu vois que les racines sont à partie réelle négative. Et enfin, le régime apériodique stable, ça veut dire que xi est supérieur à 1, et donc tu vois que là aussi ça tend vers 0, et on est toujours avec deux racines réelles négatives. Ce que je veux que tu retiennes de ces deux dernières slides, je ferai une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse, c'est cette phrase-là surtout qui est très importante, c'est qu'un système du premier ou du second ordre va être stable si tous les coefficients de l'équation différentielle homogène sont de même signe. Et c'est cet argument de stabilité qu'on va utiliser très rapidement dans nos exercices, et même dans l'exemple que tu vas voir que j'ai donné, qui est un exemple classique, pour parler des différents régimes de notre équation qui nous est donnée à résoudre. On peut maintenant attaquer la résolution d'un problème appliqué aux sciences de l'ingénieur comme d'habitude. J'ai fait dans l'originalité ce coup-ci, et je te propose à l'étude un circuit RLC série. T'as compris que j'aimais bien l'électricité. On peut établir, mais c'est pas le but ici, à l'aide des lois de Kirchhoff, l'équation différentielle dans le circuit. Et nous, on va poser plusieurs conditions. C'est qu'on va dire que le condensateur est initialement chargé, donc UC par exemple à la tension E de celle du générateur. On va couper le générateur, donc à T égale T0, T supérieur ou égal à T0, on va le couper, donc en gros il va délivrer une tension de 0 volts. Donc en fait on va juste étudier le régime libre.
c'est-à-dire LC d carré de UC sur dt2 plus RC d de UC sur dt plus UC est égal à 0. On fait ça, même argument que tout à l'heure, parce que la recherche de la solution particulière, c'est mathématiquement plus complexe. J'ai pas envie que ça soit le but de cette vidéo, et puis même c'est pas ma spécialité, je laisse d'autres personnes s'en charger. Donc on va juste regarder, nous, le régime libre, donc c'est-à-dire l'équation homogène. Et la question qui nous est posée, qui est un truc très classique en sciences de l'ingénieur, c'est discuter du régime en fonction des valeurs, donc d'une variable, là en l'occurrence c'est la résistance. Donc comment est-ce qu'on aborde ce genre de problème ? Dans un premier temps, on va se ramener à la notation physique qu'on aime bien, et ensuite on va dérouler la démonstration que je t'ai présentée plus tôt. L'étude du régime, ça veut dire quelles sont les valeurs possibles que peut prendre mon discriminant, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est nul, est-ce qu'il est négatif, et en fonction de ces conditions, en fonction de ces valeurs, on va avoir 3 régimes différents, et ces 3 régimes vont donc du coup nous donner une condition sur la résistance. Donc si on attaque le problème, on va réécrire l'équation, donc c'était LC d carré de U sur dt2 plus RC d de U sur dt plus U qui est égal à 0. Si jamais je divise par LC et que je réécris avec la notation avec les petits apostrophes, ça me donne U seconde, je divise par LC, plus R sur L U', plus 1 sur LC U qui est égal à 0. Pour rappel, la notation physique, je veux identifier cette fonction à un truc de la forme U seconde plus 2 xi oméga 0 U', plus 1 sur... plus oméga 0 carré U, qui est égal à 0. Donc du coup, on le fait directement. Oméga 0 carré est égal à 1 sur racine de LC. À 1 sur LC, ça veut dire que oméga 0 est égal à 1 sur racine de LC. Notre première constante. Et la deuxième, 2 xi oméga 0 qui est égal à R sur L. Ça veut dire que xi est égal à R sur 2L, le oméga 0 passe en dessous, sauf que vu qu'il est égal à 1 sur racine de LC, le racine de LC passe au-dessus, donc il est égal à ça. Ça veut dire que xi est égal à, on simplifie le racine de L avec le L au dénominateur, donc ça me donne du R sur 2, racine de C sur L. Première étape, on a déterminé notre facteur d'amortissement et la pulsation propre. On a donc maintenant la forme, on va travailler avec cette forme-là que j'appelle 1, et on va donc maintenant travailler là-dessus pour parler des solutions du polynôme caractéristique associé à l'équation homogène. Donc pour rappel, c'est un polynôme de la forme x carré, il n'y a aucun terme devant le U', le U seconde de l'équation 1, plus 2 xi oméga 0, le terme devant le coefficient U', et enfin le terme devant le coefficient U, donc oméga 0 carré. Et tout ça, c'est égal à 0. Si jamais on écrit le discriminant de cette équation, ça va être, comme on avait fait dans l'épisode 4, rappelle-toi, b carré, donc 4 xi carré oméga 0 carré, moins 4 fois 1, ça fait 4, moins 4 fois oméga 0 carré. Et donc ça, si on factorise, ça veut dire que delta est égal à, on factorise par 4 oméga 0 carré, facteur de xi carré, moins 1, comme je t'ai mis dans la slide juste avant. Et une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. Pour parler des régimes, on va donc du coup regarder le signe du discriminant, et en fonction du signe, on va pouvoir conclure. Donc faisons dans l'ordre. Première étape, notre discriminant est positif, donc delta supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Delta supérieur à 0, ça veut dire que 4 oméga 0 carré, facteur de xi carré moins 1, est positif. Pour rappel, oméga 0, la pulsation, elle sera toujours positive. Ça veut dire que xi carré moins 1 est supérieur à 0, ça veut donc dire que xi est supérieur à 1. Première condition. Xi supérieur à 1, ça tombe bien, on connaît l'expression de xi, c'est R sur 2 racine de C sur L, ça veut dire que R est supérieur à 2 racines de L sur C. Donc ça veut dire que xi supérieur à 1 équivaut à R supérieur à 2 racines de... Là c'est racine de C sur L, on passe à l'inverse, donc racine de L sur C. Première condition. Pour dire dans quel régime on se situe, là du coup on n'a pas le choix, il faut l'apprendre, c'est le fameux tableau que je t'avais montré tout à l'heure, ou alors tu connais la forme des solutions et t'arrives à voir un peu où ça mène. Mais premier critère, tous les coefficients sont positifs, là tu vois le LC est positif, le RC est positif, le petit 1 devant le U est positif,
Donc d'après la propriété que je t'ai montrée, ça veut dire que notre système est stable, donc on sera sur la partie droite du tableau, et delta supérieur à 0, ou plutôt xi supérieur à 1, on est dans le régime apériodique. Ça, il n'y a pas trop le choix, il faut soit l'apprendre par cœur, soit apprendre par cœur les solutions et redémontrer qu'on va tendre du coup, qu'on a un régime apériodique. On a trouvé le premier régime. On passe au deuxième. Si jamais le discriminant est nul, ça veut dire du coup que xi carré moins 1 est égal à 0. Ça veut donc dire que xi est égal à 1. Et xi est égal à 1. Ça veut dire que R est égal à 2 racine de L sur C. Là, on est dans le régime, on est en fait à la transition entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Donc ce régime, il a un nom que j'ai pas donné, je suis en train d'y penser. Il s'appelle le régime apériodique critique. On est à la limite entre deux modes. Et enfin, le dernier, si jamais delta est négatif, ça veut dire que xi carré moins 1 est donc négatif. Ça veut donc dire que xi est inférieur à 1. Et xi inférieur à 1, ça veut dire que R est inférieur à 2 sur racine de LC. Et donc là, le petit dernier qui nous manquait, c'est le régime pseudo-périodique. Donc voilà le genre de démonstrations qui sont attendues pour une question de ce style-là. Maintenant, on va faire un petit hors-sujet entre nous, juste pour voir la forme des solutions et que tu vois en gros la tête qu'elles ont en fonction de la valeur de R. Donc pour ça, j'ai fait sur MATLAB le circuit RLC série qu'on avait modélisé dans le problème tout à l'heure. Donc on a notre générateur ici qui impose une tension E, notre inductance L, résistance R, capacité C. Et ce que je dis, c'est qu'au moment où je lance la simulation, donc à t égale 0, je coupe le générateur. Donc en fait, j'impose la tension E qui vaut 0 volts, et j'ai fixé dans le bloc de la capacité la condition initiale, comme quoi la tension aux bornes initialement valait 5 volts. Et regardons du coup maintenant la forme des solutions. Donc on va les faire dans le même ordre. On avait commencé par delta supérieur à 0. Hop, laisse-moi prendre mon petit stylet. Donc delta supérieur à 0, on avait dit que ça voulait dire que xi est supérieur à 1. Donc là, comme tu le vois, xi supérieur à 1, c'est le mode que j'ai tracé en violet. Donc xi supérieur à 1, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le régime apériodique. Ça veut dire que la solution n'oscille pas, et tu peux voir que c'est le cas de la courbe violette. Et vu que tous les coefficients sont de même signe, on a dit que c'était stable. Donc là, la solution, tu vois, elle converge vers la valeur 0. Maintenant, si jamais on se place au cas de figure delta qui est égal à 0, on avait dit que xi était égal à 1, et donc là, comme tu le vois, c'est la solution bleue. Solution bleue, c'est la même que la solution violette, c'est juste que, en gros, elle converge plus vite. Ça veut dire que plus xi se rapproche, quand xi tend vers 1, on se rapproche de la courbe bleue. Et si jamais xi s'éloigne de 1, et ben en gros, on va avoir une courbe qui va faire quelque chose comme ça, et qui va partir, en gros, de plus en plus tard, et surtout qui va arriver au niveau de l'axe de sa valeur finale de plus en plus tard. Pourquoi on dit que c'est la valeur limite? Parce que pour xi est égal à 1, c'est la dernière valeur pour laquelle la solution va venir, en gros, tangenter la valeur finale, mais sans jamais la dépasser. Pour xi est égal à 1, on n'a aucun dépassement pour ce type de solution. Pourquoi je te dis ça? Parce que si jamais on attaque le cas suivant, c'est-à-dire delta négatif, donc xi inférieur à 1, on rentre dans le régime pseudo-périodique, donc c'est la courbe orange, et là, la solution va commencer à osciller. Donc tu peux voir que c'est le cas de la courbe orange. Pour rappel, la solution finale, elle est ici. Et comme tu peux le voir, là, pour la valeur que j'ai prise, on commence à osciller doucement, et ça va aller de plus en plus fort. Pourquoi on parle de régime pseudo-périodique? Parce qu'en fait, tu peux lire graphiquement une pseudo-période. Donc là, j'ai un minima, j'ai un deuxième minima ici. Donc ça veut dire que ça, c'est une pseudo-période, et ça va être la pseudo-période de mes oscillations. Donc là, par exemple, j'ai juste une oscillation, mais tu pourrais imaginer en avoir 2, 3, 4. En gros, plus xi va être petit, enfin même négatif, et plus on va tendre vers... plus xi va se rapprocher de 0, plus le nombre d'oscillations va augmenter. Et il va augmenter jusqu'à une valeur limite, théorique, alors que je t'ai tracé ici, et qui physiquement après est un peu plus dur à trouver, parce que tu vas avoir des pertes dans ton système. C'est ici, j'ai pris une valeur de résistance extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que xi, il s'écrivait, je crois que c'était R sur 2, racine de C sur L, si je dis pas de bêtises.
Et donc, on avait dit qu'on avait un régime harmonique en xi égale 0. Et pour avoir xi égale 0, on prend R, en gros, qui tend vers 0. Donc là, moi, ce que j'ai fait sur MATLAB pour le simuler, c'est que j'ai pris une résistance très faible, 1E-9, donc 1 fois 10 puissance moins 9, et comme tu peux le voir, c'est la courbe verte, et comme tu le vois, la courbe verte à l'écran, elle oscille. De la même façon, en fait, qu'un oscillateur harmonique. À la seule différence que du coup, vu que c'est pas un oscillateur harmonique parfait, en fait, l'amplitude des modulations décroît en fonction du temps, mais sur un temps qui va être infiniment long. J'espère en tout cas que tu as compris tout ce que je voulais te présenter pour les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant. Je suis d'accord que la vidéo est un peu longue et que je suis allé un peu vite sur certaines notions. Si jamais tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur les critères de stabilité pour de tels systèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur cette série sur les compléments mathématiques.